Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Ce samedi, on va faire le point sur BTC, on va faire le point sur la macroéconomie parce qu'on a eu une nouvelle qui était importante sur le taux de chômage qui a entraîné pas mal de modifications au niveau des plans de la Fed, mais aussi de certains institutionnels. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que ça va impacter oui ou non BTC? Bon, je vous spoil un peu, non, mais ça peut retarder un petit peu les choses. On revient sur toute la partie macro et en même temps sur BTC en ouvrant cette discussion sur le CME Chicago Mercantile Exchange qui a clôturé, donc comme d'habitude vendredi soir, qui n'est pas coté le samedi et le dimanche, étant donné que c'est un dérivé qui est justement aux USA et qui a un contrat vraiment d'ouverture du lundi au vendredi, et on voit qu'on a clôturé le mois de janvier pour l'instant sur quelque chose qui est très flat. Alors là c'est vraiment important, c'est pour vous montrer à quel point il est important de contrôler vos émotions, parce que est-ce qu'on a bougé sur le mois de janvier, depuis l'ouverture du mois de janvier jusqu'à la fin du mois de janvier? Non. C'est-à-dire qu'on est au même prix de l'ouverture du début janvier, c'est-à-dire le 1er janvier versus aujourd'hui, on est au même prix sur le CME. Ça ne change absolument pas. Et donc, on a eu beaucoup de volatilité, à la hausse et à la baisse, donc beaucoup de momentum, court terme, mais sur le long terme, en fait, on a juste pas bouger. Et ça, c'est très important de le rappeler systématiquement, parce que sur BTC, on a l'impression qu'il se passe toujours beaucoup de choses, mais la réalité, c'est qu'en fait, il ne se passe rien, tout dépend de la time frame où vous êtes, de l'unité de temps où vous regardez. Si vous êtes long terme, vous êtes plus en monthly ou en weekly, sinon, vous êtes plus court-termiste, et vous allez être, à ce moment-là, plus en daily, voire en 4 heures. Mais si on est en weekly ou en monthly, ça veut dire qu'on vise le long terme, et en fait, on n'a pas bouger. Et même si on regarde là la bougie qu'on a clôturée en weekly, je vais vous dire, c'est une bougie qui est en train quand même de nous montrer que on est en train de stabiliser dans une partie haute et une partie basse, qui ressemble grandement à une zone de temporisation, comme on a l'habitude de les avoir dans un cours qui est plutôt structuré, ce qui est plutôt anormal par rapport à BTC dans une phase de bull run, parce que dans une phase de bull run, on a vraiment des gros vecteurs de liquidation, et donc des chutes qui sont drastiques, violentes, qui font très mal. Là, pour moi, c'est plutôt léger, et justement, c'est ce qui fait peur à certaines personnes, c'est de se dire qu'on est peut-être dans un cycle qui est différent. Oui, et là, attention, moment de révélation, tous les cycles sont différents. Oui, ils respectent des éléments de cycle, mais chaque cycle a ses propres particularités. Je veux dire, on n'avait jamais fait un ATH avant le halving, par exemple, on n'a jamais eu d'institutionnels qui ont rentré dans du spot, dans le cycle précédent, on n'avait jamais fait un double top, on n'avait jamais eu un Chinaban, on n'avait jamais eu un Grayscale Capital qui a injecté beaucoup de fonds pour acheter 600 000 BTC, enfin bref, chaque cycle a sa propre spécificité, et donc, forcément, on a un cycle, un certain momentum qui est réglé et qui donne en fait une certaine temporalité, mais ça n'empêche que chaque cycle va avoir ses spécificités, et donc il faut rester attentif à ça, et ne pas chercher systématiquement à avoir un mimétisme parfait de cycle en cycle. Donc là, pour moi, on est dans une phase de transition plutôt classique. Moment clé, on rappelle, investiture de Trump le 20 janvier. Je pense qu'on n'aura pas forcément le 20 janvier une résolution, mais en tout cas, ce sera le point de départ d'un début de résolution, surtout que, au niveau de la macroéconomie US, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, on a quand même pas mal de choses qui sont en train d'arriver. On a eu les chiffres du chômage qui sont en baisse. Chiffre du chômage, c'est vraiment important de le comprendre, c'est que le chiffre de chômage, c'est un élément clé au niveau de Jérôme Powell, je vais vous l'expliquer dans quelques instants, mais donc ça nous dit, la force économique des USA, c'est-à-dire que on a quand même une économie américaine qui ne sombre pas dans le chômage, donc on a une économie qui est solide malgré les taux qui sont quand même très élevés, et une économie qui est plutôt incertaine, avec une crise vraiment géopolitique mondiale, mais ça empêche que l'économie américaine, elle est solide. Et quand on regarde ce type de nouvelles avec ce qui nous attend la semaine prochaine, on a l'IPCCOM, donc c'est-à-dire l'inflation, je vais revenir dessus encore dans quelques instants, 15 janvier, qu'il va falloir surveiller les prix à la production, donc toujours quelque chose qui est lié vraiment à l'inflation sur décembre, donc fin 2024, et tout le monde est en train d'attendre ça pour se dire, ok, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la Fed, parce que c'est la Fed le plus important, c'est ceux qui donnent le ton sur l'impression monétaire. Alors, je vais revenir dessus dans quelques instants, juste à noter que vendredi, on va avoir le PIB chinois. Alors pourquoi c'est important? Ça, je fais juste une petite parenthèse.
parce qu'on a toujours dit que la Chine, c'est le moteur de l'économie mondiale, et c'est une réalité, et forcément, si on a un PIB qui est en dessous des attentes, là on attend 5,1, ça sous-entend que on va avoir moins de force, moins de croissance, en fait, mondiale, et donc ça sous-entend aussi qu'on va avoir des impacts, certainement sur le pétrole, on va avoir des impacts dans 2-3, justement, secteurs, et ça risque de créer pas mal de volatilité, et peut-être même d'impacter l'inflation, on en reparlera un tout petit peu plus tard dans cette vidéo. Bref, tout ça pour vous dire qu'on se concentre sur la Fed. La Fed qui va certainement baisser les taux. Oui, non, on ne sait pas. En fait, la réalité, c'est que là, on va avoir une confrontation entre Trump et Jérôme Powell, président de la Fed. Alors, il n'est pas tout seul, hein, la Fed, c'est un ensemble d'acteurs politiques américains qui décident ensemble, et justement, Jérôme Powell est le président, donc c'est lui qui fait les retours, c'est lui qui a quand même un pouvoir de décision, mais il est surtout là pour apporter la voix du comité qui décide ce qui se passe. Bref, tout ça pour vous dire que on est en train de pricer qu'il n'y aura pas de chute des taux, en tout cas tout de suite, et c'est très intéressant parce que c'est ce que l'on voit ici, 93%, 56, 45, et ensuite on voit sur la deuxième partie de l'année, justement, une baisse des taux qui revient en pourcentage. Bon, on garde en tête que ça peut évoluer très très vite, mais donc là on est en train de se dire que Jérôme Powell ne jouera pas le jeu de Donald Trump qui veut baisser les taux pour recréer de la liquidité, pour que derrière, on puisse avoir vraiment une facilité d'emprunt pour pouvoir redynamiser l'économie américaine. On rappelle que le motto de Donald Trump, c'est « Make America Great Again », donc c'est-à-dire avoir une capacité d'investissement très forte. Et ce qui est intéressant, c'est que forcément, quand on voit ça, la baisse vraiment de l'emploi, ça entraîne une réflexion qui est vraiment très forte. Pourquoi? Là, on est à 4,1 parce qu'on est sur un palier. On est sur un palier au-dessus de 4% du taux de chômage. Et pourquoi c'est un indicateur vraiment au niveau de Jérôme Powell? Il y a deux indicateurs. C'est ceci, donc c'est-à-dire vraiment le chômage, et le deuxième, ça va être l'inflation. Et les deux, en fait, sont très forts et sont très liés. Globalement, le principe de la Fed, c'est de se dire, ok, comment je fais pour maintenir une économie qui est plutôt stable? Là, je regarde le taux de chômage. Si j'ai un taux de chômage qui monte, ça veut dire que j'ai une économie qui n'arrive pas à embaucher, qui n'arrive pas à maintenir sa capacité de production, et donc forcément, ça veut dire qu'on n'arrive pas à avoir suffisamment de workers qui travaillent, et donc on a une économie qui est en train de sombrer petit à petit, et donc là, on a généralement la Fed qui réagit en baissant les taux, et on a l'inflation qui est aussi un des objectifs vraiment de la Fed, qui est de se dire, je dois avoir un taux d'inflation qui est dans les 2%, d'accord? On est à 2,7 à l'heure actuelle, mais quand on écoute Jérôme Powell et ce qui se passe, on a une préparation de se dire que l'arrivée de Donald Trump est égale sur une forme d'inflation, et ça veut dire qu'on a ici la réponse. La réponse, c'est, ok, on a un taux de chômage qui est stable, ça veut dire qu'on a une économie américaine qui est bonne, qui n'arrive pas encore dans des niveaux critiques, qui se stabilise, voire même qui descend, peut-être même un taux de chômage qui va baisser, mais par contre on sait qu'il y a de grandes chances d'avoir une inflation forte aux USA, donc on ne va pas baisser les taux. Et c'est ce que le marché a pricé là, sur cette chute-là, avec ici le Nasdaq qui a chuté. Alors, il n'y a pas que le Nasdaq, il y a le S&P 500, donc on a cassé le support qui était très important, et donc là le prochain gros support, on va pas se cacher qu'il est quand même relativement loin, il est ici, dans les 20 500, donc on a encore vraiment une perspective de chute assez forte, hein. Généralement, quand c'est comme ça, on peut avoir un ravalement de bougie, hop, pour ensuite chuter. Bref, tout ça pour vous dire que on risque de faire une petite continuité baissière sur le Nasdaq avant de rebondir, et ce qui est aussi emporté par Nvidia. Nvidia, on en avait parlé justement dans une quotidienne, où on expliquait que quand on a toujours des annonces de nouveaux produits Nvidia, on a toujours une chute drastique, chose qui a eu lieu là, et je vous disais qu'on allait certainement continuer un petit peu. Voilà, on est en train de le faire, on est en train de maintenir un niveau clé qui est 130, ce qui est plutôt positif, hein, 133 à 130, c'est vraiment un niveau clé. Si on arrive à le maintenir, ça veut dire qu'on aura une très belle réaction, sinon on ira chercher les niveaux beaucoup plus bas, et donc ça veut dire qu'on aura un Nasdaq qui aura beaucoup plus de mal à partir. Donc l'économie américaine se porte bien, on est en train de préparer le retour de l'inflation avec les politiques économiques de Donald Trump. L'un dans l'autre, je pense que ça se passe plutôt bien. Je vais vous le montrer dans quelques instants avec notamment l'indice dollar. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi on a une image des titres qui sont parfois problématiques. C'est-à-dire que j'entends souvent dire que, alors là-dessus je vais faire exprès, je vais le mettre en monthly, histoire de bien créer le choc, mais j'entends, et je le dis souvent, dire que Nvidia est overpricé, que Apple est overpricé, Tesla est overpricé, globalement
le top du Nasdaq est overpricé, c'est une réalité. C'est-à-dire que, en effet, on peut dire qu'ils sont overpricés. Et même on peut dire que le Nasdaq est overpricé. Sauf que la réalité, c'est qu'on se le dit à chaque fois qu'on atteint une découverte de prix. C'est-à-dire à chaque fois qu'on décolle dans une zone qui est non couverte par le prix, donc sur des zones d'hyperaccélération, systématiquement, on a ce réflexe-là de se dire que c'est trop cher par rapport à la valeur réelle. Sauf que le titre en lui-même n'est jamais coté par rapport à sa valeur réelle, mais par rapport à sa future valeur et les perspectives de valeur qu'elle peut apporter. Et c'est là où c'est important de comprendre que avec l'avènement de ChatGPT, alors qui n'est pas un avènement, mais qui est plus une prise de conscience générale de l'importance de l'intelligence artificielle, qui a entraîné une injection de fonds monumentale dedans. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo dessus mercredi. Je la mettrai à la fin de cette vidéo parce que c'est important de bien l'écouter, bien comprendre en fait ma vision, alors qui est que ma vision, mais qui est une vision qui est tournée autour de... il y a énormément d'argent qui est en train de se déverser dans l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'évolutions qui arrivent, et donc forcément tout ce qui tourne autour de ça, qui est la tech US, on va pas se cacher, Nvidia, Tesla, Microsoft, Meta, Google, Amazon et Apple sont en train de travailler soit la main dans la main, soit à l'opposé, mais travaillent sur l'intelligence artificielle et mettre à disposition de la puissance de calcul sur l'intelligence artificielle. Et on est en train de pricer l'évolution de l'intégration de l'intelligence artificielle dans notre monde. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, on n'est pas surpricé. Si on prend la représentation qu'on avait à un moment donné de Nvidia ou même de Tesla dessus, où on considérait que c'était surpricé, par exemple Nvidia, alors là je suis en logarithmique, mais on va retirer le logarithmique pour mettre ici en normal, mais quand on était dans les $50, je m'en souviens très bien, tout le monde disait que Nvidia était surcoté, que ça ne pouvait pas aller plus haut, que voilà, on avait toujours ce discours-là, et pourtant on se retrouve à $150. Donc x3 depuis qu'on a eu ce discours, et ça c'est quelque chose que l'on retrouve, sur les cryptos, que l'on retrouve beaucoup dans les actions, et c'est juste qu'il faut aussi comprendre que une action n'est pas surcotée par rapport à l'évolution potentielle qu'elle peut avoir, parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'elle peut réellement faire, et ça, il faut voir dans l'avenir pour pouvoir le voir, mais donc on price une forme de spéculation dedans. Donc oui, on peut avoir de la volatilité, plus on est en price discovery, donc plus on est en découverte de prix, plus on a de la volatilité, mais ça c'est vrai pour les actions, c'est vrai pour le Nasdaq, c'est vrai aussi pour justement les crypto-monnaies. Et donc c'est pour ça qu'on considère qu'on est toujours surexposé, et donc ça va retomber, ça va retomber, ça va retomber. Et c'est un discours qu'on avait beaucoup, et qu'on entendait beaucoup quand on était dans la phase un petit peu de crise au niveau du Nasdaq, quand on était au fin fond, et quelque chose qui, pour moi, n'a plus vocation à être. C'est-à-dire que quand on était ici, on considérait qu'on allait forcément retomber. Quand on était ici, dans les 17 000, on allait forcément retomber, et ainsi de suite. Et en fait, dans ces phases d'accélération, on considère qu'on est toujours surcoté. Et pourtant, le cours continue à monter. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des retracements, mais, in fine, on est toujours dans une accélération haussière, et c'est ce qu'il faut garder en tête. Alors pourquoi je vous dis que globalement la nouvelle sur le taux de chômage est important, et pourquoi ça change pas mal de choses, c'est-à-dire que on va avoir des baisses, c'est sûr et certain, au niveau des taux de la Fed, peut-être pas autant que l'on le souhaite, et c'est pour ça que les gens sont en train actuellement d'acheter de la dette américaine, parce qu'ils sont en train de valider globalement un pourcentage sur un certain nombre d'années. Et oui, c'est un peu la force, c'est-à-dire que plus on a un taux élevé directeur, plus la dette américaine rapporte, et plus on a en fait un taux assuré sur un certain nombre d'années. Je vous avais montré notamment dans la vidéo de la semaine dernière, où on avait un taux réel, donc qui est globalement le taux de la dette américaine dans lequel on retranche l'inflation. Donc globalement, est-ce que j'arrive à battre l'inflation en détenant de la dette américaine? On était à 1,5%, d'accord? Et je pense qu'on va rester encore pendant assez longtemps sur 1,5%, peut-être même 2%, 1%, bref, dans cette marge-là. Et donc ce qui fait qu'on a une volonté d'avoir du dollar pour pouvoir acheter cette dette américaine, et ça se voit aussi au niveau de l'indice dollar, donc ce qui entraîne certainement l'euro encore plus bas, mais ça on avait parlé la semaine dernière, je vais pas revenir dessus, juste pour vous dire qu'on est en train de faire ce qu'on avait dit, donc on a bien fait le petit pullback, on est en train d'aller retester les 110, et là, c'est moment très important, si on casse les 110 et qu'on fait un petit pullback dessus, donc c'est-à-dire qu'on casse les 110, on fait un petit pullback et qu'on maintient et qu'on valide bien les 110, là par contre ça veut dire qu'on va chercher haut, et pour moi le prochain arrêt c'est les 121, donc ça veut dire plusieurs semaines, plusieurs mois avec un dollar fort, puissant, et dans lequel on va avoir beaucoup de liquidités qui vont rentrer dans l'économie américaine, parce que globalement, c'est ça, la représentation. Et ça veut dire que
Ici, on va avoir un taux de chômage qui va certainement baisser, et une inflation qui va peut-être monter un petit peu, mais qui va rester contrôlée entre globalement 2,5 et 4%. Et est-ce que c'est si mal que ça, tant que on a une économie américaine qui tient avec des taux élevés, donc un intérêt à avoir du dollar, et à côté, on a une inflation qui donne en fait de la croissance, tant qu'on a de la croissance et qu'on a de l'inflation avec, c'est ok. Donc là-dessus, on est en train de se diriger sur une nouvelle norme au niveau de l'économie américaine, et on va voir bien évidemment comment ça va se dérouler sur l'inflation de décembre, sur l'inflation qu'on va avoir en janvier, février, mars. Je pense que vraiment le premier semestre 2025 pour l'économie américaine va être essentiel, avec l'arrivée de Donald Trump, les nouvelles règles qu'il va imposer bien évidemment, et l'impact que ça aura sur l'économie américaine, mais je pense que ça va être dans tous les cas positif. Et si l'économie américaine va, bah le BTC va aussi, d'accord? On est toujours dans cette idée-là, c'est la continuité de ce que je vous avais expliqué dernièrement, mais il faut comprendre que, pour moi, on est dans une économie qui est ok, donc on va avoir de la liquidité qui va se déverser sur BTC. Bon, par contre, dessus, je vous remets, ok, il faut juste être patient. Soyez patient, encore une fois. Là, on est, oui, dans une zone un petit peu compliquée, on va pas se cacher que le rebond que l'on a eu n'est pas assez fort pour moi. Je m'attendais à ce qu'on aille chercher vraiment les 96,3, on va dire limite les 97, un beau rebond pour faire une continuité baissière. Là, on a une forme de consolidation. Ça va être à surveiller vraiment de très très près cette consolidation, notamment sur dimanche. Dimanche, est-ce qu'on va avoir un retour vraiment d'injection de liquidité en préparation de l'ouverture du marché américain, comme je l'ai dit, dans lequel on va avoir quand même pas mal de nouvelles. Est-ce que on est en train de préparer le 20 janvier, c'est sûr et certain, mais est-ce que le marché est en train de pricer quelque chose qui est positif de ce côté-là, avec une réaccélération haussière? Bon, dans tous les cas, si on dézoome, on est juste vraiment dans une phase de consolidation, donc on prend en considération qu'on est dans une phase de consolidation, on sait qu'on a des liquidités plus basses, à nous d'avoir une stratégie qui prend en considération ça pour couvrir une partie des risques que l'on a, peut-être saisir des opportunités si on a encore du cash. Alors je sais que c'est compliqué pour ceux qui sont déjà full exposés, qui subissent déjà depuis un certain temps, mais la réalité c'est qu'on est toujours dans des cycles qui sont différents, avec des spécificités comme je vous ai expliqué, et donc c'est pour ça qu'il faut jamais être exposé à 100%, et c'est ce qui est toujours le plus compliqué, c'est le contrôle d'exposition, et avoir une stratégie qui nous permet d'avoir un contrôle d'exposition, que ce soit avec des prises de profit régulières pour pouvoir garder de la liquidité, que ce soit sur garder une exposition toujours peut-être à 80, 85, 90%, 95%, et ça demande vraiment une mise au point, ça demande une stratégie, une réflexion, et si jamais vous voulez en savoir plus, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez un guide gratuit sur plusieurs façons de pouvoir gérer votre stratégie d'achat, de vente, la psychologie, bref, en commentaire en description. Et clairement, au niveau de Bitcoin, ce que l'on va attendre sur cette fin de semaine, ça va être peut-être un mouvement petit retail pour aller rechercher peut-être un petit pump, ce qu'on a souvent le dimanche, un pump pour aller chercher les 96 ici. Si on n'arrive pas à maintenir ce niveau-là, donc ça veut dire qu'on aura un affaiblissement du cours, un affaiblissement du momentum. Pour moi, je vais aller à ce moment-là penser qu'on va chercher sur début de semaine prochaine des niveaux plus bas pour pouvoir chasser la liquidité et ensuite repartir. Parce que là, quand on regarde ça, on peut se dire soit on est dans un setup qui ressemble grandement à celui-ci, d'accord, à ce que l'on a pu connaître justement sur la fin d'année, avec ici un retracement et une réaction haussière. Donc là, il va falloir valider, et on est où? On est pareil dans les mêmes zones, d'accord? Ici, ça l'a validé, ici aussi, d'accord? Donc si on a la même chose ici avec un beau rebond, on peut se dire qu'on va aller chercher assez rapidement ce niveau-là, et donc on aura bien la validation ici d'un gros range, enfin d'un petit range dans un gros range, et ça veut dire qu'on va zoner pendant un certain temps. Bon, bah ça va être après une affaire de psychologie, et c'est toujours, de toute façon, l'investissement, une affaire de psychologie. Est-ce qu'on fait du trading? Du trading, c'est du court moyen terme. Ok, la psychologie joue énormément parce qu'il faut gérer la pression, mais à ce moment-là, on a une analyse qui est plutôt continuelle. Par contre, si on est sur de l'investissement, bah c'est même 90% de psychologie, parce que, en fait, il faut tenir ses positions, il faut se dire que ça peut prendre du temps, il faut accepter que ça prenne du temps. Et c'est peut-être aussi une des problématiques qu'on a en crypto, c'est qu'on a toujours ce sentiment qu'il se passe toujours plein de choses, parce que c'est une réalité, il se passe toujours une multitude de choses, c'est un écosystème qui est juste génial de ce côté-là, mais aussi on a une idéologie de se dire que ça doit être rapide, que c'est fort, que c'est puissant, que ça se fait en un claquement de doigts. Mais la réalité, c'est tout autre. C'est-à-dire que la réalité, c'est que on fait des performances juste en quelques jours, quelques mois, sur peut-être 4 ans, et on a des périodes de temporisation qui sont horribles, qui sont lentes, qui sont molles, et qui sont
compliqué à gérer psychologiquement. Je vous redonne cette période-là. On a ici 245 jours, ici 231 jours. Alors limite, j'ai l'impression que c'est la spécificité vraiment de ce bull run, c'est d'avoir ces périodes de temporisation et de construction, ce qui est plutôt positif, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'on a moins d'hyperbolique, on a plus de construction. Qui dit plus de construction égale quelque chose qui pousse de plus en plus, c'est-à-dire qu'on a moins vraiment de cluster liquidation, mais donc ça veut dire aussi que c'est plus compliqué psychologiquement à gérer, parce qu'on a moins d'effets immédiats de reward en se disant je suis rentré, j'ai fait des bénéfices, bah ça veut dire qu'il faut tenir sur le long terme, et ça fait partie justement du jeu et de l'entraînement, et c'est ce qui est compliqué, où on est dans un monde, et là je fais une grosse parenthèse, mais c'est une réalité, où on est dans un monde d'immédiateté, où on veut tout de suite, et que quand on commande directement le lendemain, on l'a à 8h, que quand on veut quelque chose, on l'a instantanément, on a cette notion de reward tout de suite instantané, bah là, on est dans quelque chose qui est différé, et qui est à l'opposé de ce qu'étaient les cryptos, et c'est peut-être un changement qu'on est en train de voir, et c'est quelque chose sur lequel je me pose pas mal de questions, et je me demande si c'est pas le signal d'un changement drastique en termes de cycle. Malheureusement, on peut pas le statuer maintenant, mais c'est quelque chose que je vais surveiller de près, et qu'on en parlera certainement soit dans des lives, soit dans des vidéos comme celle-ci, mais pour moi, on est, oui, dans quelque chose qui est un petit peu différent, avec une spécificité pure, c'est comme ça, il faut l'accepter, et ceux qui l'accepteront, et qui feront avec, et qui seront capables de pouvoir en tirer le meilleur, seront capables de pouvoir réussir vraiment leur bull run. C'est simple, c'est toujours le cas comme ça, et c'est pour ça qu'il faut impérativement être préparé, ce n'est pas un jeu d'enfant, l'investissement c'est toujours compliqué, la crypto c'est, je le rappelle, l'Everest de l'investissement, et c'est pas pour rien, mais en tout cas, ça ne change rien, on est toujours en bull run, c'est toujours compliqué, oui, mais ça, on s'y attend, et on le sait déjà.